Bonjour et bienvenue dans cette capsule dédiée aux dérivés des fonctions harmoniques. Les trois fonctions harmoniques qui vont nous intéresser aujourd'hui sont le sinus, qui apparaît ici en bleu, le cosinus et la tangente, qui apparaît en rouge. Ce sont trois fonctions d'une importance capitale en mathématiques et en particulier en analyse, et aujourd'hui nous allons déterminer ensemble leurs dérivés. Commençons tout d'abord par un élément de contexte. Dans la vidéo sur le sinus, on s'était intéressé à l'attelage écossais. Pour rappel, l'attelage écossais transforme un mouvement circulaire uniforme, qui est représenté par le point rouge, en un mouvement linéaire, qui est représenté par le mouvement du point bleu. Dans la vidéo sur le sinus, on s'était intéressé à la position du point bleu en fonction du temps, qu'on avait appelé x de t. On avait fait l'hypothèse que le cercle avait un rayon r, et que la vitesse de rotation, qu'on appelle en fait la pulsation oméga 0, était d'environ un tour toutes les 3 secondes. C'est ce qu'on observe ici. Pour faire une révolution complète, pour tourner d'un tour complet, eh bien, le point rouge prend environ 3 secondes. Et donc, on a un tour par 3 secondes. Et ici, ce qui nous intéresse, c'est d'obtenir des radians par seconde, ce qui correspond tout simplement à 2π radians par 3 secondes, autrement dit à 2π sur 3 radians par seconde. C'est donc à peu près la pulsation qu'on observe ici. On avait vu donc, grâce à ces deux paramètres, que la position du point bleu peut être décrite en fonction du temps grâce à un sinus. Et on avait vu que c'est effectivement la fonction sinus qui permet de représenter la position de ce mouvement linéaire à partir d'un mouvement circulaire. Et ici, on voit apparaître donc R, qui représente en fait l'amplitude du mouvement. Donc le point bleu, il passe de R à moins R en continu. Et ensuite, on a la pulsation, ici, qui apparaît dans l'argument du sinus, et qui correspond, qui est intimement liée en fait à la période de rotation. Et la période, on avait vu par exemple dans la vidéo sur les formules de Simpson, on avait vu que la période, c'était l'inverse de la fréquence, et dans ce cas-ci, la période, c'est 2π sur oméga 0. En effet, 2π sur oméga 0, ici, si on fait le petit calcul, c'est 2π radians sur oméga 0 qui vaut 2π sur 3 radians par seconde. Ceci, ça vaut combien? Ça vaut 3 secondes, qui est bien la période du mouvement. Après 3 secondes, le point rouge a fait un tour complet, et donc la position du point bleu est revenue au même endroit. C'est bien ça que signifie cette pulsation. Elle est directement liée à la période du mouvement. Après un temps 2π sur oméga 0, le mouvement est revenu à sa position initiale. On peut donc graduer l'axe temporel de la sorte. On voit que π sur oméga 0 correspond à une demi-période, 2π sur oméga 0 correspond à une période complète. On est revenu à la position initiale, qui était en 0. Et puis ensuite, une nouvelle période complète en 4π sur oméga 0. Ici, on a 2 périodes complètes, etc., etc. Maintenant, la question qui nous intéresse, c'est quelle est la vitesse de ce point bleu? Et par quelle fonction est-elle représentée? Eh bien ici, puisqu'on sait que la vitesse, c'est la dérivée de la position par rapport au temps, ce qui nous intéresse, c'est de connaître la dérivée de la position et donc la dérivée du sinus. Et c'est tout l'objet de cette vidéo. Mais avant de faire ce calcul, on peut déjà sentir intuitivement à quoi va ressembler la fonction de la vitesse. En effet, on sait que quand le point bleu atteint un maximum ou un minimum, eh bien sa direction change. Et donc cela signifie que sa vitesse est nulle. Et donc la vitesse, on sait qu'elle passera par ces différents points verts ici. A l'inverse, quand le point bleu passe par le centre, eh bien cela signifie que sa vitesse est maximale, puisqu'il va accélérer puis décélérer. Et donc cela signifie que la vitesse atteint des maxima ici. Et à l'inverse, quand il repasse en passant vers le bas, eh bien la vitesse atteint une valeur minimale dans ce cas-là, puisqu'elle est dans l'autre sens. Alors qu'au départ, elle était, lorsque le point monte, elle se trouve dans ce sens-là. Tout ça pour dire qu'ici, on peut déjà se faire une idée des points par lesquels la fonction vitesse va passer, mais que maintenant, on aimerait vraiment trouver une forme analytique à cette vitesse, et c'est ce qu'on va faire dans le reste de la vidéo, en passant par la notion de dérivée. Alors, avant d'effectuer le calcul, je vais te faire un bref rappel de ce que c'est la dérivée. Alors, la dérivée, eh bien, on peut la définir notamment comme ceci. Je te rappelle qu'on prend une fonction. Ici, j'ai dessiné une fonction quelconque, f de x, et on prend un point x0, un point quelconque également, qui correspond à une ordonnée f de x0, puisqu'on est le long de la courbe f. Ensuite, je m'intéresse à un accroissement de x0 d'une valeur delta x. Donc je suis
Je pars de x0 et je me retrouve en x0 plus delta x. Du coup, la fonction ici, elle est évaluée en x0 plus delta x, puisqu'on est toujours sur la fonction f de x. Si je m'intéresse à ce qui se passe localement ici, avec une petite loupe, et que je zoome sur cette partie-ci, eh bien on voit qu'ici, la distance qu'il y a entre les deux traits verticaux, c'est évidemment delta x, puisque c'est la distance qui sépare x0 de x0 plus delta x. Ici, ce segment vertical, là, il correspond simplement à la différence entre f de x0 plus delta x, qui est en fait cette ordonnée-ci, avec f de x0, qui est cette ordonnée-là. Donc cette distance, elle correspond bien à cette différence-là. Et c'est là qu'on voit apparaître le concept de dérivée, puisqu'ici, en fait, c'est l'accroissement de la fonction elle-même autour de x0, et ici, c'est l'accroissement de l'abscisse, donc l'accroissement de la variable qu'on appelle delta x. Et donc, on peut voir que avec cette définition, tout ce qu'on fait, en fait, c'est calculer localement la pente de la fonction, puisqu'ici, c'est effectivement la pente de la fonction qu'on calcule, puisque c'est l'accroissement delta f, qu'on peut aussi noter delta y dans certains cas, sur delta x, qui correspond donc bien à la pente ici de la fonction qu'on a localement en x0. C'est vraiment très important de garder ça à l'esprit, que la dérivée en x0 représente la pente de la droite tangente à la fonction en x0. Ce qu'on peut aussi noter parfois, pour s'affranchir de la limite en delta x, on note simplement df sur dx en x0. Et on va ici même faire un abus de notation, c'est de, plutôt que de noter delta x avec la limite pour delta x tend vers 0, on va directement noter dx. Et donc la définition de la dérivée, on peut la réécrire comme f' de x, c'est simplement l'accroissement infinitésimal de la fonction f, puisqu'on évalue cette fonction en x plus dx et on lui retranche sa valeur en x. Donc on effectue bien le rapport de ceci quand delta x tend vers 0, divisé par ceci quand delta x tend vers 0, autrement dit, noté dx. Et donc ici, c'est bien la pente de la fonction en x qui est donnée par la dérivée. Voilà pour ce petit rappel. Si ce n'est pas tout à fait clair, je t'invite à aller voir la capsule qui est dédiée exclusivement à ce concept de dérivée qui est vraiment central en mathématiques et en physique. Maintenant, on va s'intéresser à la dérivée du sinus. Alors, on va partir de la définition de la dérivée. Et on va aussi, pour nous aider, dessiner cette fonction sinus. Maintenant, on va calculer sinus prime de x. On va commencer par simplement appliquer la définition de la dérivée, qui vaut du coup sin évalué en x plus dx, moins sin x, le tout sur dx. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On a vu dans la vidéo dédiée aux formules de Simpson qu'une différence de sinus avec des arguments différents, elle peut être exprimée comme un produit des fonctions trigonométriques. Effectivement, on avait vu que la différence de sinus, c'est 2 fois le cos de alpha plus bêta sur 2 fois le sinus de alpha moins bêta sur 2. Eh bien ici, j'applique cette formule et j'obtiens l'expression suivante, avec la somme des arguments, donc x plus dx plus x, le tout sur 2, et la différence des arguments, le tout sur 2, x plus dx moins x sur 2. Première étape. Ensuite, je peux faire les simplifications qui s'imposent. Ici, x plus x donne 2x. Ici, x moins x donne 0x, donc il nous reste uniquement sin de dx sur 2. Et ici, cos de 2x plus dx sur 2. Alors dx, il ne faut pas oublier que c'est un accroissement infinitésimal de x, et que donc il est tout à fait négligeable devant x, et qu'il tend vers 0. Donc le dx qui apparaît ici, eh bien, il est très petit devant le 2x qui est là. Pas confondre le dx et le 2x qui est ici. Et donc, en fait, on peut s'en affranchir, on peut simplement l'éliminer, et on se retrouve avec 2x sur 2, autrement dit avec cos de x. Ici, par contre, ce qu'on va faire, vu qu'on sait que le sinus d'un angle très petit, eh bien, on peut l'approximer ou l'approcher par l'angle lui-même. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la capsule dédiée à l'approximation des petits angles. Et donc, on approche le sinus de dx sur 2 par dx sur 2, par l'angle lui-même. Et qu'est-ce qu'on obtient ici? On obtient que les deux se simplifient, les dx se simplifient, et on obtient donc que la dérivée de sinus, c'est le cosinus. Ça, c'est un résultat assez central, très très important, et qu'on vient d'obtenir en se basant sur la définition de la dérivée.
On peut donc la dessiner ici dans le graphe. On voit que la dérivée, c'est simplement le cosinus, et on peut aussi vérifier toutes les propriétés qui sont liées à la dérivée première. Par exemple, ici, on voit que la dérivée première, qui est tracée en vert, elle est positive. Qu'est-ce que ça signifie si la dérivée est positive? Eh bien, ça signifie que les pentes sont positives, et donc que la fonction qui est représentée en bleu augmente. On observe effectivement que la fonction bleue augmente dans la zone où la dérivée est positive. À l'inverse, si on s'intéresse à la zone qui est hachurée ici, eh bien on voit que la dérivée est strictement négative dans cette zone. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien ça signifie que la fonction diminue dans cette zone, et c'est bien ce qu'on observe. On passe d'un maximum à un minimum dans cette zone. Et qu'est-ce qui se passe? Et donc c'est bien ce qu'on observe, c'est que quand la dérivée est négative, la fonction diminue. Et finalement, qu'est-ce qu'on observe précisément en ces points qui sont ici représentés par ces lignes pointillées? Eh bien, on observe qu'il y a un optimum, il y a soit un maximum, soit un minimum, et cela correspond à une dérivée qui est nulle. Donc tout ça, on voit que ça colle très bien avec les propriétés qu'on connaît déjà sur la dérivée. Et donc, on voit que ce résultat, que la dérivée du sinus est donnée par le cosinus, est tout à fait cohérent avec tout ce qu'on sait déjà. Maintenant, on peut passer au calcul de la dérivée du cosinus, qui sera en fait tout à fait similaire à la dérivée du sinus. Donc, je t'invite à mettre pause et à essayer de déterminer cette dérivée du cosinus à partir de la définition qui est écrite ici, par toi-même, parce que le raisonnement est vraiment très similaire, et donc ça fait un très bon exercice. Maintenant, on va le faire ensemble. De nouveau, on va tracer la fonction cos x qui apparaît ici en vert, et pour calculer la dérivée, on va appliquer la définition de la dérivée qui apparaît dans l'encadré bleu. Donc ici, on va évaluer le cos de x plus delta x moins le cos de x, le tout sur dx. Cela, on va de nouveau appliquer Simpson, une autre formule, qui est tout à fait similaire et qui mène à un produit de sinus. Si j'applique la formule de Simpson qui est rappelée ici, j'obtiens bien x plus dx plus x sur 2, qui correspond au alpha plus bêta sur 2, donc à la somme des deux arguments, et ici à la différence des deux arguments, donc x plus dx moins x, le tout sur 2. Alors si je simplifie ce qui est dans les parenthèses, on obtient 2x plus dx, le tout sur 2. Et ici, les x se simplifient, et donc on obtient le sin de dx sur 2. Alors ceci, de nouveau, on peut considérer que comme le dx tend vers 0, et est totalement négligeable devant le 2x, on peut le simplifier. Et il nous reste simplement 2x sur 2, qui devient x. Ici, ce qu'on va faire, pour s'affranchir du sinus de dx sur 2, c'est considérer que dx s'approche de 0, et que donc on peut approcher le sinus d'un angle par l'angle lui-même, lorsque cet angle est proche de 0. C'est l'approximation des petits angles. On fait à nouveau cette approximation, et qu'est-ce qu'on obtient? Maintenant qu'on sait que les deux peuvent se simplifier, et que les dx peuvent se simplifier, on obtient que la dérivée du cosinus, c'est moins le sinus. Deuxième résultat, d'une importance capitale, qu'il faut bien retenir, et il faut bien également comprendre le raisonnement qui mène à ce résultat. Alors, il y avait un moyen en fait beaucoup plus rapide d'obtenir le résultat qui est écrit ici en bas. Si on se rappelle, comme on l'a vu dans la capsule sur les angles associés, que le cosinus est en fait rien d'autre que le sinus de pi demi moins x, il suffit de calculer la dérivée du sinus de pi demi moins x pour obtenir le résultat qu'on cherche. Ici, cette dérivée, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut simplement la dérivée de l'argument fois la dérivée du sinus évaluée en pi demi moins x, autrement dit, la dérivée de l'argument fois le cosinus de pi demi moins x. Cette dérivée-ci, elle vaut simplement moins 1, tandis que celle-ci, elle correspond simplement au sinus de x. Le cosinus de pi demi moins x, c'est bien le sinus x, comme on l'a vu dans la capsule dédiée aux angles associés. Puisque ici, on a le complémentaire de l'angle de base, et donc le cosinus de l'angle complémentaire, c'est le sinus de l'angle. Ça, c'est ce qu'on avait déjà vu dans une capsule précédente. Et donc ici, à nouveau, le calcul tout simple est souvent beaucoup plus rapide que l'application brute et méchante de la définition de la dérivée, comme on le voit dans cet exemple. Si l'étape ici n'est pas très claire pour toi, il y aura une capsule qui sera dédiée au calcul des dérivées des fonctions composées,
et qui sortira prochainement et qui te permettra de comprendre vraiment cette étape-là si tu ne la comprends pas encore. Passons maintenant à la dérivée de la tangente. Alors la tangente, c'est une fonction qui ressemble à peu près à ceci. Et on voit qu'il y a des asymptotes là qui apparaissent. On sait qu'elles apparaissent en pi², en 3π², et que c'est une fonction qui est strictement croissante. Donc on s'attend à ce que sa dérivée soit toujours positive. C'est quelque chose qu'on va vérifier ensemble. Je vais calculer cette dérivée à partir de la définition de la dérivée. Donc on va appliquer la définition ici. Donc on obtient que la tangente prime, c'est bien la tangente de x plus dx moins tangente x, le tout sur dx. Alors on voit qu'il y a une différence de tangente qui apparaît ici. Et ici, on peut se rappeler qu'on a vu dans la capsule dédiée à la tangente d'une somme d'arcs, on a vu une différence de tangente apparaître, notamment dans la formule qui apparaît ici au-dessus de moi, que la tangente de a moins b, c'est la tangente de a moins la tangente de b sur 1 plus tangente a tangente b. Autrement dit, on voit apparaître cette différence de tangente ici au numérateur. Donc il suffit de l'isoler pour en fait obtenir la différence de deux tangentes en fonction d'une autre expression qui apparaît ici. Donc c'est ce que je vais faire, je vais remplacer cette différence de tangente par l'expression qui apparaît ici. Et donc, la tangente de a moins b, elle correspond à la tangente de x plus dx moins x. Et ce terme-ci, 1 plus tangente a tangente b, correspond à 1 plus tangente x plus dx fois tangente x. Alors ici, il y a une simplification qui se fait puisque les x se simplifient. Et on se rappelle également que le dx, il tend vers 0. Donc dans ce cas-ci, il est totalement négligeable devant x, et donc ici on peut s'en affranchir. Ensuite, on se rappelle, grâce aux petits angles, que la tangente d'un angle très petit, elle peut être approximée par l'angle lui-même, et donc on écrit que la tangente de dx, c'est simplement dx, puisque le dx tend vers 0, et qu'à l'approximation des petits angles, ceci est vrai. La tangente x fois tangente x, ça devient tangente carré x, et puis les dx se simplifient, et donc il nous reste uniquement 1 plus tangente carré x. Alors tangente de x, on se rappelle que c'est sinus sur cosinus. Donc si je mets au même dénominateur cette expression, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens cos carré plus sin carré x, le tout sur cos carré x. Et on sait que le cos carré x plus sin carré x, ça vaut 1. Autrement dit, la dérivée de la tangente, c'est 1 sur cos carré x. Alors s'il y a quelque chose qui est allé trop vite pour toi, comme toujours, je te conseille de sortir crayon, papier et essayer de refaire cette dérivation par toi-même afin de voir si toutes les étapes sont claires. Notamment ici, la mise au même dénominateur. Je te conseille de la faire par toi-même pour voir si tu as bien compris. C'est un excellent exercice. Ici, on voit que nos prédictions étaient correctes. La dérivée de la tangente est toujours positive puisqu'on a 1 sur une quantité au carré qui est du coup toujours positive. Il y a aussi un élément qui est intéressant ici, c'est qu'on voit en fait que puisque le cosinus il est compris entre moins 1 et 1, le cosinus carré, lui, est compris entre 0 et 1. Il n'y a pas d'autre choix puisque une quantité, elle ne peut pas être négative puisqu'elle est au carré, et donc elle ne peut pas être plus petite que 0, et elle ne peut pas non plus être plus grande que 1. Donc le cos carré, il est compris entre 0 et 1, ce qui signifie que l'inverse du cos carré est compris entre l'infini et 1. Et ici, évidemment, puisqu'on prend l'inverse de la relation, on doit changer le sens des inégalités. Et ici, on a fait l'approximation que 1 sur 0, ça nous donne l'infini. Et donc, on voit ici que le 1 sur cos carré est en fait toujours strictement supérieur ou égal à 1. Ce qui est bien ce qu'on observe ici. En fait, la pente n'est jamais inférieure à 1. Et effectivement, la pente est toujours supérieure à 45 degrés, parce qu'une pente de 1, c'est bien un accroissement en dx de 1, en delta y de 1, et donc c'est bien une pente de 45 degrés, et on voit que cette fonction, sa pente, elle est toujours supérieure à 45 degrés, elle est toujours supérieure à 1. Alors il y avait évidemment un moyen plus court d'obtenir ce résultat, en se rappelant notamment que la tangente, c'est tout simplement le quotient du sinus sur le cosinus. Or, on a vu dans une capsule précédente comment évaluer la dérivée d'un quotient de fonction. Et alors, je te rappelle ici la formule qu'on avait obtenue. Et on va l'appliquer simplement ici, dans le cas présent. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient la dérivée du numérateur fois le dénominateur, moins le numérateur fois la dérivée du dénominateur, le tout sur le dénominateur au carré. On a simplement appliqué cette formule-là. Qu'est-ce que ça donne? Le sinus prime, il devient un cosinus. Et le cosinus prime, il devient moins le sinus. Et du coup, le moins devient un plus. Qu'est-ce qu'on obtient? Cos carré plus sin carré. Qu'est-ce que ça fait? Cela fait 1.
Et donc on obtient très simplement que la dérivée de la tangente, c'est 1 sur cos carré x. À nouveau, ici, un simple calcul est parfois beaucoup plus rapide que l'application brutale de la définition. Maintenant qu'on a obtenu ces trois résultats qui sont très importants, la dérivée du cosinus, c'est moins le sinus, la dérivée du sinus, c'est le cosinus, et la dérivée de la tangente, c'est 1 sur cos carré. Maintenant qu'on a obtenu ces résultats, comme je disais, on peut regarder ce qui se passe à l'origine et faire un lien avec ce qu'on avait vu dans la capsule sur l'approximation des petits angles. Je te rappelle que cette approximation, elle s'écrit comme suit. Donc quand x s'approche de 0, quand x devient très petit en étant positif, le cosinus de x, il s'approche de 1 en étant légèrement inférieur à 1, le sinus de x, il s'approche de x en étant légèrement inférieur à x, et la tangente de x, elle s'approche de x en étant légèrement supérieure. Alors, tout cela n'est valable que si x s'approche de 0 en étant légèrement supérieur à 0. Si maintenant je dérive ces trois équations, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens à gauche la dérivée de cos prime, elle va être proche de 0 en étant légèrement inférieure, comme on le voit ici. Puisque je dérive le terme de gauche, ça devient cos prime, et le terme de droite, c'est une constante, donc sa dérivée est nulle. Pour la deuxième équation, sin prime, ici à gauche, devient, ici à droite, le x va devenir 1 quand je le dérive. Et donc on obtient que la dérivée de sinus, elle est proche de 1 quand l'angle devient très petit. Ensuite, la dérivée de tangente, elle est proche de 1 quand l'angle devient très petit, en étant légèrement supérieur à 1. Alors maintenant, on va voir si ce que j'ai écrit là colle avec les résultats analytiques qu'on a obtenus juste avant. Ce que je vais faire, c'est donc évaluer les dérivées de ces fonctions quand l'angle est très petit et proche de 0. Cela revient en fait à estimer la valeur du cosinus prime en 0 plus, donc pour une valeur très légèrement supérieure à 0. Ça revient à prendre moins le sinus de cet angle qui est très petit, et cela, ça fait 0 en étant négatif. C'est exactement ce qu'on obtient ici. On a bien que la dérivée du cosinus, elle est très proche de 0 en étant légèrement inférieure. C'est exactement ce qu'on observe ici. Ensuite, deuxièmement, on voit qu'on va évaluer le sinus pour un angle très petit et positif. Ça revient en fait à prendre le cosinus pour un angle très petit et positif. Cela, ça fait 1 en étant légèrement inférieur à 1. C'est exactement ce qu'on observe ici. La dérivée du sinus, elle est proche de 1 quand l'angle est très petit en étant légèrement inférieur. Finalement, on s'intéresse à la dérivée de la tangente. On l'évalue pour un angle très petit et positif. Ça revient à prendre 1 sur le cos carré de 0+. Ce cos carré de 0+ est en fait très proche de 0,99999, puisqu'effectivement, le cos de 0, en étant positif, est très proche de 0,999. Donc au carré, il est encore il est aussi proche de 0,999. Et donc ceci, puisqu'on prend l'inverse, est proche de 1 en étant légèrement supérieur à 1. Et c'est exactement ce qu'on observe finalement là, et ce qu'on a obtenu en dérivant simplement l'approximation aux petits angles. C'est exactement cohérent avec le résultat qu'on obtient ici. Tout ça pour te montrer que ces résultats analytiques qu'on a obtenus avant, ils sont tout à fait cohérents avec l'approximation aux petits angles qu'on a obtenue dans une vidéo précédente. Revenons maintenant à la contextualisation initiale de la vidéo. Dorénavant, on est tout à fait capable d'évaluer la dérivée de cette position, qui est en fait donnée par un sinus, en calculant simplement la dérivée de cette expression-ci. Alors comment est-ce que ça marche? On va prendre la dérivée de l'argument par rapport au temps. Donc la dérivée de oméga 0t par rapport au temps, ça donne simplement oméga 0, fois la dérivée de tout ceci évalué en argument, la dérivée du sinus, c'est le cosinus évalué en oméga 0t. Donc voilà la forme analytique de la fonction vitesse, et elle colle parfaitement au point qu'on avait déjà déterminé. Elle passe par un maximum à l'origine, et puis elle s'annule au moment où la position atteint un maximum. Et en fait, c'est aussi une fonction, ça c'est intéressant de le noter, qui n'a certes pas la même amplitude, qui vaut r oméga 0, mais qui a la même pulsation. Donc la vitesse varie de la même manière, elle aussi de la même manière que la position. En revanche, petite remarque sur cette amplitude, précédemment, pour le sinus, on avait une amplitude qui valait r, qui avait bien les dimensions d'une longueur, ce qui est totalement cohérent avec le fait qu'on a une position, elle se mesure en mètres.
et le rayon ici se mesure en mètres. Donc on a bien une amplitude qui correspond aux dimensions de la grandeur qu'on étudie. Et ici, en fait, il en est de même, puisque R, c'est une longueur, oméga 0, c'est une quantité qui se mesure en seconde moins 1, c'est-à-dire en 1 par seconde. Et donc, on a bien une dimension d'une longueur fois une dimension temporelle exposant moins 1. Et ceci, ça correspond simplement à une vitesse. On a bien des mètres par seconde. Et donc, l'amplitude, de nouveau, elle correspond bien aux dimensions de la grandeur qu'on étudie. R oméga 0 a bien les dimensions d'une vitesse, ce qui est cohérent avec le fait qu'on décrit une vitesse ici. Donc voilà, on est parvenu à déterminer la vitesse du point bleu en fonction du temps. C'est la fonction verte qui apparaît ici. Alors, si je dois résumer ici les résultats les plus importants de cette capsule, c'est évidemment les 3 résultats qui apparaissent ici. On est parvenu à calculer les dérivées des 3 fonctions harmoniques les plus importantes en analyse, et c'est donc les 3 résultats qu'il est bon de retenir par cœur parce qu'on en aura souvent besoin dans les prochaines capsules. J'espère que cette capsule t'a plu et je te dis bon travail et à très bientôt.